Il y a des noms qui, à eux seuls, évoquent pas la peur, le calcul froid, la manipulation. Et Machiavel en fait partie. Dans l'imaginaire collectif, c'est une figure sombre, presque démoniaque. On l'imagine comme un stratège sans cœur, un maître de la duplicité, le cerveau derrière les complots politiques, prêt à tout sacrifier, morale, loyauté, compassion, au nom du pouvoir. Son nom est même devenu un adjectif, machiavélique, synonyme de manipulation et de tromperie. Mais, et si tout cela n'était qu'un malentendu? Et si Machiavel n'était pas un monstre froid, mais un réaliste lucide? Et s'il avait simplement eu le courage, ou l'audace, de dire tout haut ce que la plupart préfèrent ignorer, que la nature humaine est imparfaite, souvent égoïste, et qu'aucun pouvoir ne peut survivre longtemps s'il s'appuie uniquement sur des illusions morales. Car avant d'être un stratège du mal, Machiavel était surtout un observateur. Un homme qui avait vu son pays, l'Italie déchirée de la Renaissance, sombrer dans le chaos à cause de dirigeants trop naïfs ou trop faibles. C'est dans ce contexte qu'il écrit Le Prince, son œuvre la plus célèbre et la plus controversée. Mais Le Prince n'est pas un manuel du diable. Ce n'est pas un appel à la cruauté gratuite. C'est un miroir tendu à ceux qui gouvernent, à ceux qui aspirent au pouvoir. Un miroir qui ne flatte pas, mais qui montre la réalité dans toute sa dureté. Et si, aujourd'hui, on cessait de le juger selon une morale déformée? Et si, au lieu de diaboliser Machiavel, on essayait de le comprendre? Avant d'être réduit à une caricature, Niccolò Machiavelli était un homme de son temps. Et quel temps? Nous sommes à Florence, à la fin du XVe siècle. L'Italie n'est pas un pays unifié, mais un champ de bataille fracturé entre cités-États rivales, princes ambitieux, mercenaires sans scrupules et puissances étrangères qui s'immiscent partout. C'est une époque d'instabilité, de trahison, de retournements brutaux. Un monde où les idéaux humanistes de la Renaissance côtoient la brutalité la plus crue. C'est dans ce chaos que naît et grandit Machiavel. Il entre dans la vie politique à un moment charnière, au service de la République florentine. Il n'est pas roi, pas prince, pas soldat, il est secrétaire de la chancellerie. Un poste modeste en apparence, mais central. Il observe, il négocie, il rédige. Pendant 14 ans, il est plongé au cœur du pouvoir. Il rencontre des figures marquantes de son temps. César Borgia, le pape Jules II, des chefs de guerre, des ambassadeurs. Et il regarde, il analyse, il comprend. Mais son ascension est brisée brutalement. En 1512, les Médicis, cette puissante famille qu'il n'a jamais flattée, reprennent le contrôle de Florence. Machiavel est accusé de complot, emprisonné, torturé, puis exilé. C'est dans cet exil, humilié et sans fonction, qu'il écrit Le Prince, non pas pour inciter au mal, mais pour tenter de revenir dans le jeu, pour montrer qu'il comprend mieux que quiconque comment fonctionne le pouvoir, réellement, au-delà des beaux discours. Machiavel n'a jamais été un tyran. Il n'a jamais dirigé une armée, ni exécuté d'ennemis. C'était un penseur, un analyste, un pragmatique. Il n'idéalisait pas l'homme, il le regardait sans filtre. Et c'est cela peut-être qui dérange encore aujourd'hui. Machiavel n'était pas un moraliste. Il n'écrivait pas pour dire ce que les hommes devraient être. Il écrivait pour dire ce qu'ils sont. Et ce qu'il voyait, c'était une vérité que peu osent affronter de face. Les hommes sont guidés par leurs intérêts, leurs peurs, leur désir de domination et de sécurité. Ils aiment tant que cela leur est utile. Ils obéissent tant qu'ils y trouvent un avantage. Ils trahissent quand les circonstances le permettent. Dans Le Prince, il écrit cette phrase glaçante. « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. » C'est brutal, choquant même. Mais est-ce si faux? Machiavel ne dit pas cela pour provoquer, il le dit parce qu'il l'a vu, encore et encore, dans les coulisses du pouvoir. Il sait que l'attachement à l'argent, au statut, à la position sociale, est souvent plus fort que les liens du sang ou de l'émotion. Pour lui, la politique ne peut pas reposer sur des illusions. Le gouvernant qui pense que ses sujets sont naturellement bons, loyaux et reconnaissants est un naïf, et un futur cadavre politique. Alors Machiavel enlève le masque. Il décrit l'homme tel qu'il agit dans l'arène du pouvoir, capable de loyauté. Oui, mais surtout quand cela sert ses intérêts, capable de vertu, mais souvent pour paraître vertueux,
plus que pour l'être réellement. Et c'est peut-être là que Machiavel devient dangereux, non parce qu'il incite au mal, mais parce qu'il ôte les illusions et oblige chacun à se confronter à la réalité crue de la nature humaine. Pour Machiavel, le pouvoir n'est pas une récompense divine. Ce n'est pas un rôle sacré, ni un privilège de juste. C'est un art de survivre, une science du réel, une guerre perpétuelle entre intérêt, force et illusion. Et dans cette guerre, un dirigeant n'a pas le luxe d'être naïf. S'il veut protéger son peuple, stabiliser son royaume ou simplement rester en vie, il doit parfois faire des choix que la morale condamnerait, mais que les circonstances exigent. Machiavel ne dit pas qu'un prince doit être cruel. Il dit qu'un prince doit être prêt à l'être, si c'est nécessaire. Car dans le monde réel, il arrive un moment où un dirigeant est confronté à un dilemme. Faire ce qui est bien ou faire ce qui fonctionne. Et ceux qui s'accrochent aveuglément à une image idéalisée de la vertu se font écraser par ceux qui comprennent les règles du jeu. Machiavel inverse ainsi l'ordre des valeurs traditionnelles. Ce n'est pas la vertu affichée qui fait un bon prince, mais l'efficacité, la capacité à agir en fonction du contexte, à prévoir les dangers, à manipuler les apparences pour garder le contrôle. Il écrit « Il est nécessaire pour un prince d'apprendre à ne pas être bon, et d'en user ou non selon la nécessité. » Ce n'est pas un appel au mal gratuit, c'est une invitation à ouvrir les yeux, à voir que le pouvoir n'est pas le domaine des idéalistes, mais des stratèges. Et cela, encore une fois, dérange, parce que cela brise le fantasme d'un pouvoir pur, d'un leader parfaitement moral. Mais Machiavel, lui, n'écrit pas des contes. Il écrit des manuels pour ceux qui veulent naviguer dans les tempêtes du monde réel. Si Machiavel est souvent accusé de cynisme, c'est parce qu'il ose dire tout haut ce que beaucoup préfèrent taire. La morale, en politique, est souvent une mise en scène. Un bon dirigeant, dit-il, n'a pas besoin d'être vertueux, il doit simplement en donner l'apparence. Il doit parler de justice, de compassion, de loyauté, même s'il agit dans l'ombre avec une toute autre logique. Pourquoi? Parce que les foules ne jugent pas les intentions, mais les apparences. Parce qu'un peuple a besoin de croire que son chef est bon, même si ce chef, dans les coulisses, prend des décisions dures, impopulaires, parfois cruelles, mais nécessaires. Machiavel ne s'attaque pas à la vertu elle-même. Il comprend sa puissance symbolique. Il sait que la façade morale est une stratégie, un outil de stabilité, un moyen de gouverner sans provoquer la révolte. Il écrit « Il est utile d'avoir l'apparence de la bonté, de la fidélité, de l'humanité, de la religion, mais il faut être capable de faire le contraire si cela devient nécessaire. » Et ce qui est fascinant, c'est que ce principe s'applique encore parfaitement aujourd'hui. Regardez autour de vous, les discours politiques sont remplis de mots nobles, liberté, justice, égalité, transparence. Mais derrière ces mots, quelles sont les véritables motivations? Quels jeux d'influence, quelles stratégies, quels compromis inavouables sont à l'œuvre? Même ceux qui n'ont jamais lu Machiavel appliquent ces principes. Ils comprennent, instinctivement ou non, que le pouvoir aime les masques. Et ce que Machiavel nous révèle, ce n'est pas seulement la nature du pouvoir, c'est le fait que nous aussi, en tant que peuple, préférons souvent l'illusion rassurante à la vérité dérangeante. Pourquoi Machiavel continue-t-il à déranger 5 siècles après sa mort? Pourquoi son nom reste-t-il associé au mal, à la manipulation, au mensonge, alors qu'il n'a fait que décrire ce qu'il voyait? Peut-être parce que ce qu'il nous tend, ce n'est pas un livre, mais un miroir dans lequel nous voyons une image que nous préférerions fuir. Celle d'un monde où les nobles intentions ne suffisent pas, où la vertu n'est qu'un costume, où l'homme, nous, est capable de compromission, d'ambition froide, de loyauté conditionnelle. Machiavel ne critique pas seulement les princes. Il parle de nous tous, de notre tendance à croire ceux qui disent ce que nous voulons entendre, de notre besoin d'idéaliser les figures d'autorité, de notre confort dans l'illusion. Car la vérité nue est difficile à accepter. Nous ne sommes pas toujours guidés par la morale, nous sommes guidés par l'intérêt, la peur, le désir de sécurité. Et c'est cela qui choque encore aujourd'hui. Machiavel nous rappelle que sous les grands principes, il y a des mécanismes plus sombres, mais réels. Et que pour comprendre le monde, il faut parfois oser éteindre la lumière des idéaux et regarder dans l'ombre. Il ne nous dit pas quoi penser. Il nous dit simplement « Voici comment les choses fonctionnent ». À vous de voir si vous avez le courage de les regarder en face.
Machiavel n'était pas un architecte du mal. Il n'était pas là pour créer des tyrans ou glorifier la cruauté. Il voulait simplement réveiller les naïfs, briser les illusions, ouvrir les yeux de ceux qui croient que le monde peut se gouverner uniquement avec des principes abstraits et de beaux discours. Car refuser de voir la réalité, c'est s'y exposer sans défense. Et dans le jeu du pouvoir, l'innocence se paie souvent très cher. Machiavel ne nous invite pas à devenir sans cœur. Il nous invite à être lucides, à comprendre les règles invisibles qui dirigent les coulisses du pouvoir, de l'ambition, des relations humaines, même les plus banales. Et cette lucidité, loin de nous corrompre, peut nous protéger. Elle peut nous rendre plus libres. Car un monde que l'on comprend est un monde que l'on peut traverser avec intelligence. Et peut-être même avec un peu plus de justesse. Alors, et si le vrai mal, ce n'était pas Machiavel, mais plutôt notre refus obstiné de voir le monde tel qu'il est vraiment ?